Bienvenue à ce 3e podcast qui a pour but d'affiner et de poursuivre la compréhension du rôle considérable que nos parents ont dans notre construction. Et je dirais même aujourd'hui que je vais oser utiliser le terme déconstruction. Pourquoi ? Parce que je reçois tellement de personnes qui se sentent démolies, déconstruites par les parents, la famille, ce lieu d'origine où on est censé nous élever, où on est censé nous construire, nous donner des ailes, nous donner des forces, des pistes, des ressources intérieures pour devenir des adultes épanouis, et où parfois le choix que nous avons fait en tant qu'âme, et ça j'y reviendrai dans un podcast vraiment particulier pour parler du choix de l'âme de s'incarner, mais on va revenir ici à la personnalité. Quand nous tombons dans une famille où rien n'est fait pour nous construire, je vais utiliser le terme vraiment déconstruction. Et dans cet audio, j'avais envie d'affiner un petit peu certains cas de figure qui me semblent importants de souligner, ou dans la configuration de départ, on a des spécificités importantes qu'il est important de relever parce que ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Parfois, on n'est pas conscient du tout du lien entre notre histoire et ce que nous vivons présentement. Et c'est vraiment le but de ces podcasts, c'est que vous puissiez avoir des pistes de réflexion et que même ne fût-ce qu'un mot, une expression ou quelque chose que vous entendez puisse vous faire comprendre un lien de cause à effet entre vos difficultés d'aujourd'hui et tout ce que vous avez vécu avant. Alors on va parler d'abord ici du cas de l'adoption. Quand on travaille sur une famille d'origine classique avec papa et maman biologiques, c'est parfois très compliqué. On va doubler la mise lorsqu'il y a une adoption. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on n'a pas 2 racines mais 4. Et il m'est arrivé de côtoyer des personnes qui en avaient 6. Pourquoi ? Parce qu'il y a une famille biologique de départ, il y a une première famille d'adoption, et puis il va y avoir une 3e famille de cœur. Là, on est vraiment dans une complexité incroyable de construction, parce qu'il y a beaucoup de sentiments d'abandon, beaucoup de désillusion, beaucoup de rejet. Mais on va revenir quand même à une situation beaucoup plus classique d'un enfant qui est adopté. Je vais d'abord revenir sur Bert Hellinger et sa vision des choses, parce que Bert Hellinger, c'est le concepteur des constellations familiales. Lui, il part du principe qu'un enfant doit toujours rester dans son système d'origine. Si les parents ne sont pas en mesure de prendre soin de leur enfant, que ce soit pour une raison de maladie, des décès, d'abandon parental, de négligence, peu importe, cet enfant devrait être pris en charge par un autre membre de la famille, un oncle, une tante, un grand-parent, cousin, cousine, peu importe, mais il doit rester dans son système. Alors la théorie c'est bien beau, la pratique c'est beaucoup plus compliqué. Même si je comprends intrinsèquement ce qu'il transmet à travers cette vision, il y a évidemment tellement de cas de figure où ce n'est pas possible et où cet enfant va être placé dans une famille qui est totalement aux antipodes de sa culture de départ. Ce qui va compliquer évidemment la construction de ce petit bout de chou. Bert Hellinger en fait part du principe qu'un enfant doit pouvoir connaître ses origines, son histoire, les raisons pour lesquelles ses parents n'ont pas pu s'occuper de lui, et c'est vrai que c'est facilité si il est repris en charge par un membre de la famille. Il va peut-être pouvoir garder des contacts, si les parents sont toujours vivants bien entendu, avec ses parents biologiques, et on entend bien que, moi en tout cas je peux comprendre que ce concept est tout à fait ok d'un certain point de vue, mais malheureusement dans la pratique c'est rarement le cas, c'est rarement possible.
Si on part d'un enfant qui est adopté et qui vient d'une contrée lointaine, d'un autre continent, avec une culture différente, on va doubler la difficulté. Cet enfant vient déjà avec un sentiment puissant d'abandon, qu'il en soit conscient ou pas. Il y a toujours ce sentiment, pourquoi mes parents ne m'aiment pas assez pour me garder? Pourquoi mes parents ne me considèrent pas suffisamment valable, aimable pour me garder près d'eux. Se construit alors une image dévalorisée de soi-même et tout le job de l'équipe je dis l'équipe au sol là, qui va accueillir cet enfant, ces courageux parents qui vont s'occuper de cet enfant, ils doublent la difficulté. Je pense que beaucoup de parents adoptants n'ont pas cette conscience-là, et peu importe. Du moment qu'il y ait de l'amour, du courage, de la patience et de la persévérance, cet enfant a bien plus de chances de s'en sortir que s'il reste dans un orphelinat ou livré à lui-même dans des quartiers défavorisés, dans des favelas ou Dieu sait où. Donc, si on part du principe de Berthellinger, oui, ok, mais il y a d'autres alternatives qui parfois ne sont que les seules options possibles pour pouvoir chercher des pistes d'évolution où on va grappiller des forces qui ne sont pas dans notre famille d'origine. Et quand on travaille sur une personne qui a été adoptée, pour une personne qui a été adoptée, on va devoir systématiquement mettre les 2 lignées, ou les 4 si vous préférez. Mais il y a donc 2 mères, une mère adoptive et une mère biologique, et 2 pères, un père biologique et un père adoptif. Parfois on ne connaît pas son histoire, on ne sait même pas sa date de naissance, on ne connaît rien. Il y a des enfants qui ont été trouvés et puis qui ont été placés dans un orphelinat, ensuite adoptés, et ils n'ont aucune information sur qui sont leurs parents, quelles sont leur histoire, pourquoi ils ont été abandonnés. Et même si on ne sait rien, biologiquement parlant, chimiquement parlant, la science l'explique, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, il y a une mère et un père biologique. Même si on ne sait pas qui c'est, on doit les placer dans le travail. Parce qu'ils existent, ou ils ont existé, mais ils ont mis au monde un magnifique enfant qui demande à grandir, qui a besoin d'amour, encore peut-être plus besoin d'amour qu'un enfant qui aura grandi dans une famille classique où il aura reçu sa dose d'amour. Et encore, l'amour humain, c'est rien à côté de l'amour divin. Mais cette difficulté, elle va être très présente et ça demande beaucoup de force à cet enfant aussi pour aller chercher en lui l'envie d'avancer et surtout l'envie de se sentir digne d'être aimé, digne d'être sur terre. Parce que qu'est-ce qu'il se dit cet enfant? On ne veut pas de moi. Et même s'il y a une super famille accueillante, aimante, bienveillante, qui va prendre le relais, elle ne remplira jamais complètement le gouffre par lequel cet enfant s'est engagé avec ce manque béant de reconnaissance en tant qu'enfant d'un père et d'une mère qui n'ont pas voulu de lui ou qui n'ont pas pu prendre soin de lui. Il y a des situations où c'est un enjeu économique. Il y a des situations où, plus dans les générations précédentes, une fille-mère, c'était totalement inacceptable pour une certaine société. Et donc, on enlevait les enfants à la mère au moment de la naissance, sans qu'elle ne puisse intervenir, et on plaçait l'enfant dans une famille qui parfois ne pouvait pas en avoir. Et cette maman, désespérée, n'aura plus jamais de nouvelles de son enfant. Ce sont des situations qui ont existé, c'est pas que dans les films.
Ça existait bien plus souvent qu'on ne le pense. Et c'est important de comprendre que ce cheminement intérieur est complexe. C'est pas parce que c'est complexe que ça va être compliqué toute sa vie. Un enfant qui a été adopté va devoir aller connecter un amour qui est bien plus fort et qui est à l'intérieur de lui. Il doit aller connecter cette légitimité d'exister, cette dignité intérieure, ce sentiment de se dire j'ai le droit d'être là. C'est pas parce que on ne m'a pas donné les mêmes chances qu'un autre que je peux pas être là. Au contraire, je vais me la donner à moi. Et c'est un long chemin qui va se créer. Si c'est possible, évidemment, de pouvoir rencontrer ses parents biologiques dans la mesure où ils existent encore et on peut avoir une trace, c'est très important pour l'enfant qui se construit. Il y a parfois beaucoup de peur chez les parents adoptifs de perdre le lien si l'enfant désire retrouver ses parents biologiques. Mais empêcher cette rencontre et empêcher cette reconnexion, ça pourrait être bien pire à long terme, parce que c'est une trahison que cet enfant va vivre. Et parfois, il a besoin de reconnecter à son histoire pour mieux comprendre qui il est, comprendre les enjeux. On a tous, quelle que soit notre configuration de départ, construit un scénario intérieur. Et ce scénario, il est parfois très éloigné de la réalité. Mais un enfant, quand il grandit, il entend des choses, il voit des choses, il interprète des choses avec la maturité qu'il a à ce moment-là, et il va se construire des films intérieurs, et ces films vont se cristalliser à l'intérieur de lui, parfois sur un malentendu, et qui peuvent devenir des vérités sur lesquelles on s'appuie en tant qu'adulte. C'est pour ça que je reviens sur l'importance du dialogue intrafamilial pour expliquer les choses, pour expliquer ce qui est non dit, ce qui est dit, les émotions qu'on ressent. Quand on ne comprend pas ce qui a été exprimé, on le redit autrement. C'est très très important, cette communication, et elle est bien peu présente dans le système familial. Et pourtant, la parole libère. Elle peut libérer des blessures qui sont enfouies parfois depuis 40, 50, 60, 70 ans. Et un jour, parfois, malheureusement, c'est sur le lit de mort, c'est dans les quelques heures qui vont précéder le départ qu'on va oser dire certains mots qui vont ouvrir la voie de la liberté. Cette adoption, c'est important, simplement de prendre conscience qu'on double la difficulté, parce que c'est déjà compliqué d'avoir un papa et une maman, et tout le bagage qu'il y a derrière, avec tout ce qu'ils nous ont transmis ou pas transmis, la construction comme la déconstruction. Mais un enfant qui est adopté, on double la mise. Il y a 4 racines derrière. Mais les parents adoptants, ceux qui ont vraiment ce désir de bien faire les choses et qui travaillent en conscience, ce sont des super-héros. Je suis émue parce que je pense à un couple en particulier que... Je suis désolée, mais je vais pas couper ça. C'est moi, c'est mes émotions. Et je suis admirative de leur parcours. Je sais qu'ils se reconnaîtront. Et je trouve que c'est tellement courageux de cheminer sur la route de l'adoption en conscience. Parce que ça amène des guérisons qui sont exceptionnelles. Et je les salue. Et voilà, je suis admirative de ce cheminement qui est le leur et qui est celui de plein d'autres parents, bien entendu. On pourrait aussi aborder
toutes les procédures de procréation assistée, qui ont elles aussi un impact important sur le bébé qui arrive par un système un peu plus mécanique, on va dire, d'assistance à la maternité. Peu de parents sont conscients de l'impact du fœtus, de tout ce qu'il va ressentir aussi. Et il y a des expériences de constellation où on va se replonger dans ces mémoires qui sont inscrites dans notre ADN, où parfois, je me souviens d'une séance où il y a eu des spermatozoïdes ou des ovules qui ont été congelés, et où il y a ce sentiment d'avoir froid, d'être tout le temps froid, et c'est lié simplement à cette conscience qui est déjà bien là, à un moment où on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas encore de vie là. Eh si, il y a une conscience, il y a une lumière, il y a une pulsation. Donc toutes ces manières d'arriver au monde un peu particulières, que ce soit par procréation assistée, par don de sperme, par système où il y a eu toute une série aussi de fausses couches, c'est très important d'informer l'enfant de son parcours. Il n'y a aucune honte à ça. Mais ça va aider l'enfant à se construire et à comprendre certaines sensations qu'il peut parfois ressentir. Évidemment, à chaque âge, ses mots, à chaque âge, sa compréhension de ce qui lui arrive. Mais ce sont des moments où on va sentir qu'il faut dire les choses, qu'il faut partager. Quelle que soit la venue au monde, quelles que soient les circonstances, exprimer à son enfant comment ça s'est passé, comment a été la rencontre, comment s'est passé le désir. Et parfois, il n'y a pas de désir d'enfant. Ça aussi, c'est important de le verbaliser en conscience, bien évidemment. Il y a des bébés surprises qui arrivent, parfois sous contraception. Et on peut être, en tant que parent, bousculé. Il y a des dénis de grossesse. C'est très important d'informer l'enfant parce que on peut très bien ne pas désirer d'enfant, tomber enceinte et puis se dire « ok, on le garde, mais ça va pas être compliqué ». Et puis une fois que ça va être compliqué, et puis une fois que l'enfant est là, c'est un cadeau. Mais c'est important de le dire à l'enfant. J'ai eu peur, j'ai paniqué, je pensais pas être à la hauteur. Mais une fois que tu as été là, waouh! Ça libère énormément de choses qu'un petit bébé peut ressentir dans le ventre de sa maman. Toutes les circonstances qui ont été extérieures à la grossesse vont avoir un impact, un décès dans la famille, un accident, un choc émotionnel, tout ça l'enfant va le ressentir. Il y a aussi toutes ces situations où on va parler d'un cas assez classique où le père n'est pas le père biologique. Bon, la mère, c'est plus compliqué. La mère biologique qui ne l'est pas, on va revenir à l'adoption ou on va revenir à des cas vraiment plus rares. Mais le père biologique et le père présent, ça, c'est relativement courant. Quoi qu'on en dise, il y en a pas mal. Alors, si on remonte quelques générations précédentes, c'était vraiment quelque chose de courant. Il y avait beaucoup d'enfants dans les familles et nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères ne sont pas toujours ces petites icônes parfaitement immaculées que l'on voit sur les photos à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. N'oubliez pas que nos ancêtres, que nous avons connus parfois très vieux, ont été jeunes un jour. Ils ont vécu et parfois ils ont bien vécu. Et c'est parce qu'on a un regard quelque peu actualisé sur la personne qu'ils sont aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas batifolé dans leur jeunesse. Et croyez-moi, quand on remonte dans les histoires familiales, il s'en est passé des choses. Et je dis ça sous le ton de l'humour parce que au fond,
même si on était beaucoup plus pudique et où certaines choses étaient totalement interdites dans les mœurs de l'époque, faut bien dire que pour beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'amour, il y avait des expériences, une grande naïveté aussi. Beaucoup de jeunes filles rencontraient un jeune garçon, avaient une relation et puis se rendaient compte qu'elles étaient enceintes, elles ne savaient même pas pourquoi. Je pense qu'on remonte au début du siècle, il y a quand même des pépites là derrière. Quand on regarde encore les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'on voit l'immaturité de certaines adolescentes et de certains adolescents et de certaines questions qui sont posées, là on est dans les années 2020. Vous remontez 100 ans en arrière, imaginez un petit peu la différence. C'était bien plus tabou qu'aujourd'hui, donc il y a eu plein d'histoires où le père n'est pas le père. Eh bien, l'enfant qui est issu dans un système, il sait, il sent. Et si on lui cache la vérité, ça va créer des traumatismes. C'est pas facile d'exprimer ce genre de choses. Parce que ça peut briser un couple, ça peut briser une vie. Mais croyez-moi, l'enfant sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va sentir peut-être qu'il y a un non-amour avec ce père qui n'est pas le sien biologique. Ou il peut y avoir de l'amour, mais on va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a des pères qui ne sont pas le père biologique et qui sont néanmoins de très très bons parents ou de très bons grands-parents, sans le savoir, mais il y a toujours ce doute inconscient, il y a ce doute. Et parfois, au détour d'une séance, que ce soit en kinésiologie ou dans d'autres techniques, l'information sort. Quand ça sort, c'est qu'on est prêt à l'entendre, et ça peut révolutionner toute une vie. Donc, si quelque part vous êtes concerné par ce genre de choses, sachez que votre enfant, si vous pensez le protéger de la vérité, le mensonge est bien plus destructeur qu'une vérité qui est difficile à dire. Il y a un dernier élément que je voulais vous partager, c'est le cas très très courant où il y a une séparation dans le couple. Quand il y a une séparation, je vais prendre une histoire un peu caricaturale pour vous donner un exemple. Un couple se sépare et il y a quelqu'un qui décide de quitter et il y a quelqu'un qui subit la séparation. On va rentrer dans le triangle de Karpman, bourreau, victime. Très caricatural, mais c'est vraiment pour vous mettre la situation et pour vous aider à comprendre. Il y a quelqu'un qui quitte et il y a un parent qui reste et qui est dévasté par cette séparation. Les enfants issus de ce couple, qu'est-ce qu'ils font? Presque systématiquement. Et c'est souvent l'aîné qui prend ce rôle-là. Il va venir se mettre à côté du parent qui est largué, si on peut l'exprimer ainsi, pour le soutenir. Il quitte son rôle d'enfant pour venir se mettre à côté du parent parce qu'il se sent dans cette loyauté, il se sent dans cette responsabilité. Alors là où ça devient dangereux, c'est que le parent qui est totalement accablé par cette séparation, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va l'arranger. Il y a un enfant qui prend ses responsabilités, qui va l'aider au quotidien, qui va le soutenir émotionnellement. On peut être le confident de choses que on n'a pas à être confident, tout simplement. Ce qui concerne les parents et ça n'a vraiment rien à voir avec nos enfants. On peut leur exprimer des choses dans nos décisions communes en tant que parents, mais on n'a pas à leur raconter nos histoires. Ça ne les concerne pas. Mais à partir du moment où on a un enfant qui vient se positionner à côté de nous pour nous soutenir, la dangerosité, c'est que ça nous arrange. Alors ça peut être temporaire, le temps qu'on se redresse, le temps qu'on reprenne son souffle, qu'on retrouve de la force, qu'on puisse s'appuyer peut-être plus sur un ami, un frère, une sœur ou d'autres adultes en question. Et à ce moment-là, il sera très très important de remettre cet enfant à sa place d'enfant. Ce qui se passe bien souvent, et ça c'est ce que je vois dans les recompositions de ménage, c'est que cet enfant va rester longtemps à côté de ce parent. Et puis, ça arrange bien les deux, et ça traîne en longueur.
Quelques années plus tard, on va mieux, on va rencontrer quelqu'un, on va envie d'avoir reconstruire quelque chose, on veut se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Et c'est la cata entre le nouveau partenaire et les enfants. Pourquoi ? Parce que l'enfant en question, comme il a quitté sa place d'enfant et qu'il est venu se mettre à côté de nous, c'est comme s'il était devenu un partenaire. Et il peut se déclencher une jalousie maladive envers cet homme ou cette femme qui vient partager à nouveau la vie de notre maman ou de notre papa. C'est insupportable. C'est insupportable parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il se dit ? Il pique ma place. Tout simplement parce qu'il y a eu un accord tacite, inconscient, que cet enfant prenne la place du parent absent, ce qui peut être temporaire. C'est pas un problème si ça dure quelques semaines ou quelques mois, le temps que le parent reprenne son souffle. Mais si ça dure dans la longueur, c'est ce qui va se créer lorsque, quelques temps plus tard, on va vouloir reconstruire un couple, et ce qui est juste, le parent n'a pas à demander l'accord à ses enfants s'il a envie de se remettre avec quelqu'un. C'est sa vie sexuelle, c'est sa vie sentimentale, les enfants n'ont rien à dire. Par contre, les enfants, ils étaient là avant ce nouveau couple. Et donc, ils sont prioritaires. C'est ce qu'on appelle la préséance. L'enfant issu d'un premier couple qui va voir son papa ou sa maman se remettre en couple avec quelqu'un d'autre, il a préséance sur ce nouveau couple. Pourquoi ? Parce qu'il était là avant. Ça ne veut pas dire qu'il a son mot à dire sur le choix du partenaire. Ça appartient aux parents. C'est sa vie intime, ça ne concerne pas les enfants. Par contre, on ne peut pas mettre un enfant de côté sous prétexte qu'on a un nouveau partenaire. Ce qui arrive très souvent, par exemple, quand on va cohabiter ensemble, combien de fois j'entends des enfants me dire « Oui, mais quand j'allais chez papa ou chez maman, j'avais même pas ma chambre à moi. » Ou je dormais dans un lit clic-clac au fond d'un coin. Il n'y a pas de place. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il sent ? Il sent qu'il est rejeté et qu'il passe après son nouveau partenaire. Et ça, c'est terrible dans la construction d'un enfant. Donc, il y a vraiment cette invitation à prendre conscience que si vous recréez une nouvelle famille, un nouveau couple, prenez soin des enfants qui étaient là issus de ce premier couple, parce qu'ils étaient là avant et ils ont le droit d'être traités en priorité. Par contre, les enfants n'ont pas le droit de se mêler de vos histoires intimes. Qui vous choisissez, c'est votre problème. Après, si ça fout le bazar dans la famille, il y a des choses à comprendre et il y a des choses à mettre au plat. On est tous responsables dans ce genre d'histoire. Le nouveau partenaire, le partenaire existant, enfin voilà, il y a un rééquilibrage à trouver. Mais dans les lois des constellations, l'enfant a préséance sur le nouveau couple. Et il est important que les enfants restent à leur place. Parce que ce mécanisme se fait presque spontanément, inconsciemment, de venir se mettre à côté du parent dit abandonné dans le système d'exemple que je vous donne qui est un peu caricatural. Mais ça crée alors de sacrés bordels, pour ne pas le dire autrement, si on tente alors de recréer une nouvelle histoire, parce que personne n'est à sa place. Et c'est important parce que le système familial est construit sur une thématique de place. Chacun a sa place bien définie, qui est constituée par un ordre biologique, et j'ai presque envie de dire par un système de lois qui sont inscrites à l'état civil. Il y a un ordre chronologique, il y a des générations, il y a un ordre d'aînés aux plus jeunes et un ordre de place. Chacun a sa place, que ce soit dans la fratrie, que ce soit au niveau d'une génération. Quand tout le monde est à sa place, on a déjà beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose qui est harmonieux. Donc voilà quelques petites informations supplémentaires sur le couple papa-maman et la structure familiale des parents, avec des cas de figure un peu particuliers sur lesquels il est important de revenir. Et je vous retrouve pour un podcast
suivant où j'ai très envie de vous partager des blessures d'âme, donc le fameux travail de Lise Bourbeau qui est une base incroyable de travail, surtout en constellation familiale. Prenez soin de vous. J'espère que cet audio pourra mettre en lumière peut-être un petit détail qui va vous permettre de comprendre certaines choses dans ce que vous vivez présentement et peut-être dans les difficultés que vous vivez. En tout cas, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre âme et de votre corps. À bientôt!